ravie de vous d'accueillir de nouveau l'équipe Mazars ce matin et les adhérents de la Chambre et les non-adhérents d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelques non-adhérents que nous espérons rejoindront la Chambre prochainement. En tout cas, merci d'être là ce matin. Je suis Catherine Le Yaouank, le directeur général de la Chambre. Je suis accompagnée de mon équipe Valentine Delaveau, qui nous a préparé cet événement avec l'équipe Mazars, et merci Valentine. Donc ce matin, Monsieur Zimmermann va nous parler des nouveaux résidents fiscaux français. Donc je crois que je vous laisse la parole et nous sommes ravis de vous écouter sur ces nouveaux résidents. Merci. Alors avec Philippe Sebler, qui est également présent là, nous allons effectivement vous parler des nouveaux résidents fiscaux français, donc avec bien entendu le prisme fiscal qui sera prédominant. Alors peut-être quelques mots d'introduction sur ce sujet et notamment que veut dire nouveaux résidents fiscaux français, pourquoi? En fait, l'attractivité de la France a depuis longtemps et reste en fait un sujet qui est assez d'actualité, qui est souvent brûlant et qui fait couler pas mal d'encre. Le dernier rapport en date place d'ailleurs la France en première position en termes de nombre d'investissements directs, là, qui est paru en mai 2022. Donc, il y a un certain engouement des étrangers pour la France. Et donc, le sujet qui accompagne finalement ces investissements se décline sur plusieurs sujets, et dont notamment le sujet des personnes physiques qui suivent également ce mouvement et qui arrivent en France. Alors, la France est souvent vue comme étant un pays à fiscalité assez élevée, ce que démontrent un certain nombre d'études, bien entendu, mais il y a néanmoins un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui tentent de faire mentir cette conclusion de fiscalité élevée, avec un certain nombre de dispositifs qui sont bénéfiques, soit pour les entreprises, mais qui sont également bénéfiques pour les personnes physiques, et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Alors justement, sur le terme de la fiscalité personnelle, il y a un tournant important qui a été pris aux alentours de 2015-2016 pour tenter de faire de la France une place financière de premier plan. L'idée étant d'attirer des financiers sur la place de Paris. En 2018, ce dispositif a été revu avec un renforcement du dispositif dit des impatriés, et c'est un des sujets qu'on évoquera bien entendu assez largement tout à l'heure. Donc le but de la réforme de 2018 notamment a été de renforcer le dispositif des impatriés pour notamment attirer les financiers de la City dans le cadre du dispositif Brexit, et donc de tenter de les attirer pour qu'ils viennent s'installer en France, et on verra comment cela s'est matérialisé avec les dispositifs qui sont en place. Alors, bien entendu, ce dispositif ne vise pas que des financiers, il s'applique de manière assez large,
pour l'ensemble des personnes qui souhaitent venir en France. Et donc, il permet également d'attirer ou de réattirer des Français qui ont pu s'expatrier il y a quelques années. Donc, ce n'est pas un dispositif qui est limité ou qui ne vise que des personnes étrangères. Donc, au cours de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble ce matin, on va évoquer autour d'un certain nombre de cas concrets les règles qui sont en vigueur en matière d'impôt sur le revenu au regard des revenus salariaux, mais également des revenus de capitaux mobiliers et des plans de retraite, de l'impôt sur la fortune immobilière et des droits de donation et de succession. Alors, il y a quelque chose qui est assez flagrant et qu'on a pu constater dans le cadre des missions qu'on a pu conduire pour un certain nombre de clients, c'est le maître mot réside dans l'anticipation pour pouvoir rentrer et bénéficier de ces régimes. On le verra, c'est souvent quelque chose qui a pu manquer pour un certain nombre de clients. Il faut véritablement anticiper. Le conseil que l'on donne à nos clients, c'est bien celui-ci, anticiper. Et c'est également donc le retour d'expérience qu'on a pu constater. Donc, on va évoquer un certain nombre de sujets et on va peut-être commencer par un sujet qui est souvent assez mal appréhendé, qui est celui de la résidence. Ensuite, dévoiler quelques recettes en matière d'impôt sur le revenu. Comme je disais tout à l'heure, on va également évoquer l'impôt sur la fortune immobilière et on finira avec les mesures en matière de droit de mutation, que ce soit en matière de donation ou de succession. Voilà. Donc, Philippe va prendre un peu la suite sur la résidence. Merci. Donc, la résidence fiscale, c'est réellement le point, ça doit être le point de départ de tout contribuable, de leur conseil, et en tout état de cause, c'est le point de départ de la réflexion de l'administration fiscale lorsqu'elle vient poser des questions à nos clients. Pourquoi? Parce que, pour mémoire, la résidence fiscale va conditionner les obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, en matière d'impôt sur la fortune, en matière d'obligations déclaratives qui peuvent, lorsqu'elles ne sont pas respectées, générer d'importantes pénalités. Cela est d'autant plus vrai que ces pénalités sont désormais automatiques, ce qui signifie que lorsqu'un résident fiscal de France ne respecte pas ces obligations déclaratives en matière d'avoir financier à l'étranger, on y reviendra, parce que c'est un résident fiscal qui s'ignore, par exemple. Les majorations qui peuvent en découler sont de 80% et depuis quelques années, ça induit également des considérations encore plus lourdes que vous n'ignorez pas en matière pénale. Donc, le point de la résidence fiscale est réellement le point de départ de notre réflexion et c'est sur quoi il faut attirer l'attention il faut être attentif. Il existe un mythe qui est partiellement vrai en matière de résidence fiscale, qui est la règle des 183 jours. C'est les 183 jours, c'est une règle qui n'existe que à titre subsidiaire du point de vue français, puisque en France, on aime bien l'insécurité juridique.
pour permettre d'avoir une marge d'interprétation et d'appréciation dans nos échanges avec l'administration fiscale. Et donc, on a deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est le droit interne avec l'article 4B du Code général des impôts. Et le second niveau d'analyse, c'est celui de la convention fiscale qui a été conclue entre la France et le Royaume-Uni pour notamment éliminer les cas de double imposition et de double résidence. Donc d'abord le droit interne. Donc on a plusieurs critères, on ne va pas forcément les détailler ici, mais c'est pour donner un peu la température des points de réflexion en la matière. Le premier, c'est le foyer. Donc, quand on est une famille, et ça, on y reviendra aussi, c'est un peu plus compliqué puisque on peut avoir madame qui arrive avant en France pour des raisons professionnelles, pour commencer sa prise de fonction en France, alors que, par exemple, monsieur reste au Royaume-Uni avec les enfants jusqu'à la fin de l'année scolaire ou jusqu'à la fin de l'activité de monsieur. Donc, on a des zones un peu difficiles d'appréhension. C'est plus simple, sensiblement plus simple quand il s'agit d'un célibataire pour lequel on regarde le centre de vie normal pour l'appréciation du foyer. Un autre critère, mais qui est subsidiaire, c'est le lieu d'exercice, le lieu de séjour principal. Donc là, c'est la fameuse règle des 183 jours, mais qui ne s'applique que dans certains cas. Ensuite viennent les critères du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Donc, si on passe le plus de temps en France pour les besoins de l'activité professionnelle, on est résident au sens du droit interne en vertu de cette condition. Et le dernier critère, c'est le lieu de centre des intérêts économiques, qui là non seulement regarde l'activité professionnelle, mais aussi l'ensemble des éléments de l'environnement économique de chaque contribuable, notamment son patrimoine, générateur de revenus en priorité. Donc là, ces différents critères sont alternatifs. Il suffit qu'un seul soit satisfait pour que la personne soit considérée comme résidente fiscale de France au sens du droit interne. Du point de vue britannique, alors je vais pas prendre le risque d'entrer trop dans le détail, mais quelques points assez importants. Le premier, c'est que au Royaume-Uni, on a une appréciation de la résidence fiscale qui est davantage mathématique, avec une vérification du nombre de jours passés au Royaume-Uni par rapport au nombre de jours passés en France, donc ou dans d'autres pays. Donc il y a le premier point d'attention, c'est que les critères en droit interne sont différents de ceux qui existent en France. Ce qui suppose donc qu'il peut y avoir des cas où les deux pays en droit interne se battent pour la résidence fiscale d'une personne, ou ça peut aussi arriver, et là c'est encore plus délicat paradoxalement, des cas où on ne respecte pas le nombre de jours passés, on n'atteint pas le nombre de jours passés au Royaume-Uni pour être considéré comme résident fiscal britannique, et en France on pourrait aussi considérer que les différents critères que je viens de lister ne sont pas satisfaits pour X ou Y raison, et dans ce cas-là, on a une difficulté de non-résidence. Alors, il faut savoir que concrètement, et de manière très pratique, ce que nous, on conseille, là où on conseille d'être attentif, c'est d'avoir toujours cette analyse 360. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder dans l'ensemble la cohérence des conclusions qui sont retenues dans les différents pays. Et donc ça veut dire que les cas où il pourrait y avoir une éventuelle non-résidence appellent une attention toute particulière pour éviter d'attirer fortement l'attention de l'administration fiscale sur ces scénarios. Alors à l'inverse, quand on est dans des cas de double résidence au sens des droits internes, là on en vient à la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni, où on a des critères qui sont plus proches dans leur esprit des critères que j'ai listés en droit interne français, puisqu'il n'y a pas de décompte de jours, et au contraire, on va réellement regarder concrètement
la situation de chaque contribuable individuellement, quand bien même en France on a cette notion de foyer fiscal qui suppose que l'ensemble des membres du foyer, donc les époux, les partenaires de Pacs et leurs enfants mineurs ou rattachés, forment un tout. Du point de vue français, c'est une particularité. Malgré tout, la résidence fiscale s'apprécie au niveau individuel. Avec aussi quelques points d'attention, c'est que on a tendance à regarder aussi le régime matrimonial des personnes qui sont mariées ou pacsées pour essayer de savoir si, du point de vue français, la résidence ou non-résidence de l'un des membres du foyer de l'un des époux doit malgré tout, va impacter la manière dont va être déposée la déclaration fiscale en France d'une personne qui est devenue résidente fiscale de France. On n'est pas dans les mêmes, on n'appréhende pas de la même manière des couples qui sont mariés selon le régime de séparation de biens et qui vivraient dans des pays différents. On traite pas ça de la même manière que le cas de personnes qui sont mariées, par exemple, sous le régime de la communauté. En sachant que là aussi, on voit qu'il y a des habitudes différentes entre les pays, puisque le régime légal en France est la communauté réduite aux acquêts, alors qu'au Royaume-Uni, le plus souvent, c'est le régime de la séparation de biens. Donc, voilà quelques considérations en matière de résidence fiscale, avec les implications que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure, qui sont que, en principe, donc une personne qui devient résidente fiscale de France au sens du droit interne et tel que tranché par la convention fiscale le cas échéant, doit, à compter de la date d'arrivée en France, déposer une déclaration fiscale annuelle en N+1. Les nouveaux arrivants ont d'ailleurs la possibilité d'ouvrir un compte ImpôtGouv dès leur arrivée en déposant un formulaire 2043 qui mentionne une prospective des revenus de l'année jusqu'au 31 décembre. Donc de la date d'arrivée jusqu'au 31 décembre de l'année d'arrivée. Ça permet deux choses. Ça permet un prélèvement à la source ajusté, puisque depuis 2019, les revenus sont de manière contemporaine soumis à un prélèvement à la source qui peut plus ou moins être considéré comme un acompte à l'impôt sur le revenu. Et ça leur permet ça permet aux personnes qui déposent un formulaire 2043 d'avoir un accès à ImpôtGouv, ce qui facilite en pratique le dépôt de la déclaration N+1 généralement au printemps, sachant que cette année là on est au dernier jour pour certaines personnes. Alors, ça c'est pour l'impôt sur le revenu. En principe, et on le verra, il y a une exception importante, l'impôt sur la fortune aussi doit comprendre les actifs en France et à l'étranger. Et il y a ces fameuses obligations déclaratives de comptes bancaires à l'étranger, que ce soit des comptes courants, comptes chèques, comptes de dépôt, mais aussi les comptes épargne et les assurances vie et contrats de capitalisation et les trusts, les obligations déclaratives relatives aux trusts, ça on y reviendra également. En matière de résidence fiscale, Richard, je ne sais pas si vous vouliez... Non, mais effectivement, ce qui vient d'être dit est compris, c'est la première chose à regarder et qu'il faut se toucher, que les implications sont assez importantes et avec des conséquences financières qui peuvent en découler et qui peuvent être très très lourdes. Alors effectivement, une fois qu'on a cette notion de résidence qui a été appréhendée et que on tombe dans un régime, on tombe pardon sur une résidence fiscale française avec une obligation déclarative qui est pour du coup mondiale. Comment est-ce que cela se traduit sur les différents éléments de revenus. Et donc, ça fait l'objet du slide suivant,
avec un certain nombre de points d'attention. Alors, il y a des questions là qui apparaissent. On peut tenter d'y répondre rapidement. Donc, le formulaire 2043 est optionnel, tout à fait. Il facilite néanmoins la création de comptes à l'étranger, puisque comme la création de comptes ImpôGouv, puisque comme comme c'est indiqué sur le chat, c'est sinon assez compliqué de créer un compte. Il faut contacter l'administration fiscale. Souvent, c'est en urgence quand on veut déposer les déclarations. Et si on ne le fait pas, on est soumis au délai de la déclaration papier. Donc ça peut être pertinent de faire le formulaire 2043. Il faut aussi savoir que si on ne fait pas, le prélèvement à la source s'applique selon le taux neutre, qui n'est pas forcément pertinent, surtout l'année d'arrivée. On peut imaginer par exemple une arrivée au 4e trimestre, le taux neutre va dépendre du montant versé sur un mois donné. Alors, si on parle de salaire, hein, alors que il y aura que 4 mois sur 12 de perçus, et donc le prélèvement à la source va être déconnecté de la réalité, en sachant que le prélèvement à la source pourra ensuite être ajusté, par exemple en janvier de l'année suivante, pour tenir compte d'une prospective plus importante. C'est vrai que le prélèvement à la source, c'est vraiment un levier qui est assez intéressant et assez flexible. Donc pour en revenir enfin j'espère avoir répondu aux questions, aux éléments de revenus. Donc, une fois qu'on est résident de France, donc comme on disait avec Yves Charles, il faut déclarer les revenus mondiaux, donc y compris les revenus de source britannique. Donc, quand on a une personne qui a organisé pendant une grande partie de sa vie sa vie justement au Royaume-Uni et arrive en France, c'est assez compliqué soit c'est pas souhaitable, soit en tout cas c'est compliqué de se débarrasser de son patrimoine britannique. Et donc généralement on est face à des éléments d'extranéité. Donc en pratique, ce qu'on voit, c'est par exemple la détention de patrimoine immobilier au Royaume-Uni. Alors, il y a 2 types de patrimoine immobilier qu'on voit le plus souvent. Le premier, c'est l'investissement locatif, et l'autre, c'est la résidence principale. De manière assez schématique, donc grâce à la convention fiscale, les revenus locatifs donnent en principe droit à un crédit d'impôt en France lorsque les revenus sont déclarés au Royaume-Uni et ils font l'objet d'une imposition. Ça, c'est une condition qui est très importante dans la convention fiscale, c'est ce qu'on appelle la subject to tax clause. C'est que le crédit d'impôt, pour neutraliser la double imposition entre la France et le Royaume-Uni sur les revenus locatifs, n'est octroyé que si un impôt a effectivement été payé au Royaume-Uni à raison de ses revenus locatifs. Donc le crédit d'impôt, lorsque ces conditions sont respectées, permet entre guillemets d'effacer l'imposition des revenus locatifs, mais du point de vue français, et donc de laisser l'imposition uniquement au Royaume-Uni, avec néanmoins la prise en compte de ce revenu pour savoir où on se situe en termes de tranche d'imposition pour les besoins de l'impôt sur le revenu en France. Ça peut avoir par exemple un impact sur le taux d'imposition des salaires imposables en France, qui, sans ces revenus locatifs, seraient soumis à un taux plus faible. Donc, ça suppose donc ce qui est important d'être déclaré en France également, même si c'est imposé uniquement au Royaume-Uni. Donc, ça doit être déclaré en France de telle manière à ce que ça octroie un crédit d'impôt. En matière de plus-value, on a une particularité dans la convention franco-britannique. Alors c'est pas la seule, mais elle n'est pas, c'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent. C'est que contrairement à un certain nombre de conventions, le crédit d'impôt en matière de plus-value immobilière ne neutralise pas l'impôt français, mais permet simplement de déduire l'impôt britannique à l'impôt français. Donc, dès lors qu'une personne est résidente de France et vend une propriété au Royaume-Uni, la plus-value doit faire l'objet d'une déclaration, alors une déclaration spéciale dans le mois qui suit la vente, et ensuite la plus-value qui reste imposable doit être déclarée dans la déclaration fiscale annuelle. Et c'est l'impôt payé au Royaume-Uni qui peut être imputé sur l'impôt dû en France à raison de cette plus-value immobilière.
Alors, je m'arrête parce qu'il y a une question. Payer ou lorsque je... Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, donc la question qui est posée, c'est de savoir si il faut effectivement qu'un impôt est payé ou si les revenus doivent être imposés. Il y a un flou artistique sur ce point-là. La convention fiscale, dans une lecture littérale, semble assez stricte. Mais en pratique, on a tendance à dire effectivement, et c'est ce qu'on voit selon les dispositifs, c'est ce qu'on voit quand même en pratique, que lorsqu'on est en dessous d'un seuil ou lorsque la location est déficitaire parce qu'une année il y a des charges éligibles qui dépassent les revenus, on peut soutenir tout à fait que on conserve le droit à un crédit d'impôt, dès lors que dans le principe les revenus sont soumis à l'impôt britannique. Donc, je reviens à la question de la plus-value. Comme je disais, donc il n'y a pas de neutralisation de l'impôt sur la plus-value, y compris pour les propriétés britanniques. Mais et ça rend d'autant plus délicat la question de la résidence principale, qui est l'autre cas, l'autre cas important pour les personnes qui arrivent en France. Et donc pour la résidence principale, c'est assez connu, hein, et donc il y a une exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale, sauf que par définition, une personne qui avait sa résidence fiscale au Royaume-Uni et qui vient d'arriver en France, bah, c'est plus sa résidence fiscale, sa résidence principale, lorsque cette personne est devenue résidente fiscale de France, parce qu'elle a pris une location en France, parce qu'elle a tout de suite acheté un autre bien. Généralement, c'est une location et ensuite un achat après avoir vendu la résidence principale britannique. Enfin, c'est un cas de figure qu'on peut voir. Et dans ce cas-là, ça devient particulièrement crucial de savoir si l'exonération pour résidence principale est possible, puisque on n'y vit plus de manière principale. Donc il y a effectivement ce qu'il faut retenir, c'est que si on est dans une logique de vente au moment où on quitte la résidence principale britannique, on pourrait bénéficier de l'exonération pour résidence principale, mais c'est vraiment un point qui s'apprécie au cas par cas. Il y a une règle qui est claire, c'est que si la résidence principale est mise en location, entre le moment où on part et le moment où on veut vendre, on se coupe la possibilité de bénéficier de l'exonération de résidence principale. C'est le seul cas où c'est sûr que ça ne s'applique pas. Mais dans les autres cas, il faut faire une analyse au cas par cas, et ça va dépendre des démarches entreprises pour vendre, de la sincérité de la volonté de vendre, du temps nécessaire à la vente, etc. Donc, c'est un point qui est généralement très important en pratique, la vente de la résidence principale britannique. Voilà pour les considérations principales en matière immobilière. Un point qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut rester vigilant aussi, même si on a droit à un crédit d'impôt, sur la manière de déclarer les loyers. C'est préférable de s'intéresser à la question de savoir si les biens sont loués meublés ou nus, puisqu'on garde les mêmes subtilités que ce qui existe en situation franco-française, quand bien même il y a un crédit d'impôt qui pourrait être octroyé. Alors vient ensuite la question centrale de notre intervention, qui est le régime de l'impatriation. Alors le régime de l'impatriation, assez curieusement, en pratique, on constate que c'est pas forcément très connu, alors même que on constate quand même un mouvement assez important de personnes qui arrivent, notamment du Royaume-Uni vers la France, alors que c'est un dispositif qui est particulièrement performant. Pourquoi? Parce que ça permet pendant 8 années, plus l'année en cours, plus l'année d'arrivée, ça permet une exonération du supplément de rémunération afférent à l'arrivée en France, une exonération de l'impôt sur le revenu afférent à l'activité exercée à l'étranger dans l'intérêt de l'employeur,
Ça permet une exonération partielle des revenus, de certains revenus d'investissement, sauf les revenus locatifs, les revenus d'investissement situés à l'étranger. Alors je dis sauf les revenus locatifs, mais parce que en pratique, ça n'a pas un enjeu important puisqu'il y a le crédit d'impôt ou l'exonération en vertu des conventions fiscales. Donc c'est un dispositif qu'on constate être très performant et qu'il faut aussi anticiper. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs considérations. La première exonération, c'est celle de la prime d'impatriation. Il y a deux possibilités. Soit on parle d'une prime d'impatriation qui est prévue dans le contrat de travail, soit la prime d'impatriation est réputée correspondre, on peut opter pour un calcul forfaitaire de la prime d'impatriation correspondant à 30% du revenu net imposable global du salarié. Alors, dans les deux cas, il y a un plafond qui est extrêmement important et qui doit être anticipé, c'est que le montant qui reste imposable en termes de salaire doit être au moins égal à un revenu, un salaire de référence. Ça veut dire que à entreprise égale, à profil égal, la question est de savoir, pour une personne qui ne serait pas impatriée, quelle serait sa rémunération normale qui serait imposable puisque cette personne-là ne bénéficierait pas du régime des impatriés. Donc avec ce garde-fou, l'employeur et le salarié ont tout intérêt, ont tout intérêt à s'aménager cette preuve, soit grâce à des comparables internes s'ils existent, soit des comparables externes, avec un benchmark et l'aménagement de preuves, une attestation d'employeur, etc., pour bénéficier aussi par ailleurs de certains assouplissements administratifs. Donc tout ça doit être prévu et documenté en amont pour bénéficier à plein de ce régime d'exonération de la prime d'impatriation. Ça peut aussi permettre à l'employeur ensuite d'inclure cette exonération directement dans sa fiche de paye et pour les besoins du prélèvement à la source. Ce n'est pas une exonération de charges sociales. Et depuis quelques années, c'est aussi pour les employeurs concernés, ça permet une exonération de la taxe sur les salaires. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont importants de prévoir avant l'arrivée en France. Juste sur ces points-là, on voit et on a vu en pratique que ces différents éléments, comme le disait Philippe, n'étaient pas forcément toujours très connus ni maîtrisés, et que cela pouvait aboutir à quelques errements qu'on découvrait a posteriori, alors que justement, il faut pouvoir bien les anticiper, puisque les benchmarks, ils doivent pouvoir exister de manière contemporaine, notamment, et donc les sujets sont à traiter avant l'arrivée, dans la possible, pour pouvoir bénéficier de ce régime, puisque les effets sont en tout cas assez bénéfiques, que ce soit bien entendu donc pour les salariés bénéficiaires, mais également pour les entreprises, du fait de certaines exonérations, comme le mentionnait Philippe, de la taxe sur les salaires lorsque l'entreprise y est soumise. Donc ce sont véritablement des éléments très importants à anticiper. Et dans les négociations, le bénéfice du régime de patriation, dans les négociations entre employeurs et salariés, c'est un élément assez important puisque ce que chacun regarde aussi, c'est les négociations sont d'autant plus aisées que l'écart entre le brut et le net est ténu.
Un point aussi, c'est que qui doit être anticipé, c'est que la prime d'impatriation, lorsque on veut qu'elle soit prévue dans le contrat de travail, et dans ce cas-là, rien n'exclut que ça dépasse même 30%, enfin l'option pour l'évaluation forfaitaire, dès lors qu'on respecte le minimum qui reste imposable, la prime d'impatriation, elle doit être prévue dans le contrat de travail initial, avant la prise de fonction. Voilà, il y a eu quelques assouplissements ces derniers temps pour les changements de fonction au sein de la même entreprise ou du même groupe, mais en tout état de cause, cette condition doit être respectée. La prime d'impatriation doit être prévue dans le contrat initial. Donc, pour répondre à la question qui vient d'être posée, oui, effectivement, c'est quelque chose, comme on dit, qui est anticipé, et on ne peut pas bénéficier de ce régime a posteriori. Il faut avoir été appelé en France pour un poste précis. Alors, pour un tel dispositif, les conditions sont... Il y a plusieurs conditions, alors sans revenir sur chacune d'elles, peut-être donner un peu l'esprit de ces conditions. Donc, il faut avoir été non-résident pendant au moins 5 ans. Après, un nouvel arrivant, donc c'est-à-dire une personne qui avait été en France avant ces 5 années, peut être national français ou national étranger, peu importe la nationalité de la personne, mais il faut avoir été non-résident pendant au moins 5 ans avant l'arrivée. Ensuite, il faut que la prise de fonction soit contemporaine au transfert de résidence en France. Il y a quelques assouplissements aussi de la doctrine administrative lorsque le transfert, l'arrivée en termes de résidence fiscale intervient après la prise de fonction, notamment parce que pour tenir compte des considérations de période d'essai, de familles qui restent à l'étranger pour des raisons dont les exemples ont été évoqués tout à l'heure. Voilà, il faut généralement respecter le principe de contemporanéité entre l'arrivée en France et la prise de fonction. Il faut aussi savoir que la résidence fiscale ne suffit pas, il faut en plus que la résidence fiscale soit caractérisée en vertu de certains critères. Parce qu'on avait vu, il y a plusieurs critères et tous ne sont pas suffisants. Il faut qu'il y ait un foyer en France et un lieu d'exercice de l'activité professionnelle principale en France. Voilà. Après, il y a les deux cas de figure admis, c'est celui où l'employeur français a recruté quelqu'un de l'étranger et l'autre, c'est le cas de la mobilité intra-groupe. Les autres cas, et en particulier celui où la personne décide de venir en France et de chercher un travail en France, ça répond aussi, je pense, en partie à la question posée. La personne qui vient en France et qui cherche un travail ou qui n'a pas été appelée à venir en France ou recrutée depuis la France, n'a en principe pas droit au régime des impatriés. Les salariés sont concernés, les freelances ne sont pas concernés. Les mandataires sociaux ne sont concernés que dès lors qu'ils sont assimilés au traitement des salaires du point de vue fiscal. Donc, il existe les gérants majoritaires de SARL, par exemple. Donc, voilà, il y a quelques conditions qui doivent être surveillées et vérifiées au cas par cas. Et donc, on le disait, c'est un régime qui dure 8 ans plus l'année en cours et qui suppose des modalités déclaratives particulières, donc des mentions spéciales. La partie exonérée doit aussi faire l'objet d'une déclaration, notamment pour les besoins de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et donc, voilà, tout ça doit être surveillé attentivement. Alors, quelques points d'alerte aussi. Jusqu'à la fin de cette année, il existe un régime un tout petit peu plus souple en matière de fiscalité des carried interest. Donc ça concerne les financiers qui arrivent en France, qui travaillent pour une société de gestion et qui ont des parts de carried interest. Donc dès lors qu'ils sont qualifiants, ces personnes-là bénéficient sur leurs gains du régime de la flat tax de 30 à 34%. Alors que si les conditions ne sont pas respectées, les gains de carried interest sont imposés dans le régime des traitements et salaires. Donc l'enjeu est, vous le devinez, considérable. Pour les arrivants jusqu'au 31 décembre 2022, il y a un assouplissement des conditions générales de qualification des carried interest qui peut s'appliquer et qui vise d'ailleurs de manière assez assumée les arrivants du fait du Brexit.
Alors, les réductions et exonérations pour impatriés s'appliquent-elles également aux revenus et capitaux mobiliers en Angleterre de l'époux étranger? Alors, c'est une question, on en revient là, au point initial qui est de dire que la résidence fiscale s'apprécie au niveau individuel. Donc, et à l'importance de la considération du régime matrimonial. A priori, voilà, ça va s'analyser au cas par cas en fonction du statut de résidence ou non du conjoint et de son régime matrimonial. Mais et de savoir s'il s'agit de biens propres ou de biens communs ou voilà, c'est une analyse qui doit être faite au cas par cas. Alors, sur les plans d'épargne retraite, donc le régime des impatriés permet pour les plans de retraite collectifs de déduire le temps de la et avec un certain de plafond, avec un certain plafonnement, de déduire les cotisations retraite faites au Royaume-Uni, donc sur la durée du régime des impatriés. Le dernier point d'attention aussi, c'est alors peut-être juste sur les retraites, 2 mots. Il y a la question de la déduction des cotisations qui est directement liée au régime des impatriés. D'autres points d'attention, c'est la gestion des plans de retraite. Notamment quand la personne vient du Royaume-Uni en France, dans le cadre de son départ à la retraite, pour préparer son départ à la retraite ou à la suite de son départ à la retraite. Puisque dans ce cas, il y a des options qui doivent être décidées de rachat du plan de retraite, de transfert du plan de retraite, ou du maintien du plan de retraite avec la fiscalité franco-britannique ou d'un État tiers encore si le cas échéant, je pense au QRAP et du transfert de plan de retraite par exemple à Malte. Donc tout ça doit être, on n'aura absolument pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est des points d'alerte qui doivent être pris en compte avant l'arrivée en France c'est absolument nécessaire. Parce que sinon les effets peuvent être négatifs, on va dire. Ensuite, donc il y a la question des trusts aussi, donc qui suppose une anticipation. Pourquoi? Parce que les trusts, comme nous le disions tout à l'heure, supposent des obligations déclaratives spécifiques. Alors il y a une obligation déclarative annuelle qui reporte notamment le contenu du trust et la valeur des actifs dans le trust. Et il y a la déclaration événementielle qui doit être déposée dès l'arrivée en France. Le transfert de résidence fiscale d'un parti au trust, donc soit un settlor ou un... Alors les trustees, bon, ça peut arriver aussi, ou un beneficiary, suppose le dépôt d'une déclaration événementielle. Et toute infraction à l'obligation de déposer une déclaration événementielle génère une pénalité d'au moins 20 000 € et qui peut aller jusqu'à 80% du redressement que ça génère. Donc c'est absolument indispensable de traiter la question des trusts avant l'arrivée en France. On n'y reviendra pas, donc je l'évoque tout de suite. Il y a aussi des considérations en matière d'impôt sur le revenu, donc puisque les distributions des trusts peuvent générer une fiscalité en France. Là, il y a aussi des implications en matière d'impôt sur la fortune immobilière et le prélèvement sui generis qui est susceptible de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière. Et le dernier point, que je voulais évoquer, c'est la question des droits de donation et de succession. En matière lorsqu'il y a un trust qui existe, ça peut être très intéressant dans les droits anglo-saxons. Du point de vue français, le législateur est plutôt réfractaire à la notion de trust et donc a mis en place une législation qui peut être très pénalisante si c'est pas anticipé. Alors effectivement, on a évoqué le sujet des revenus issus de la détention immobilière, notamment au Royaume-Uni. On va s'attaquer pour quelques minutes à l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé, tout le monde le sait, l'ISF et qui est encore un sujet qui n'est pas forcément bien appréhendé
par un grand nombre de personnes. Alors, avec notamment quelques images d'Épinal qu'il faut tuer dès le départ. Certains, on rencontre encore un certain nombre de personnes qui ne se sentent pas visées par l'IFI alors qu'ils détiennent depuis un certain nombre d'années un patrimoine immobilier en France. Et là, je parle notamment des non-résidents et qui se doivent rattraper par l'IFI et être imposés à cet impôt, alors même qu'ils ne sont pas résidents. Donc, il y a un environnement qui est assez particulier. Donc, dès qu'il y a un immeuble en France, bien entendu, il faut se poser la question de savoir si la valeur rend l'impôt exigible ou pas. Et on va maintenant débattre sur le fait de savoir si on est redevable de l'IFI sur notamment des biens qui sont à l'étranger, ou bien est-ce que c'est limité aux biens français ou un mix des deux. Voilà, donc comme on le disait, effectivement, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est imposé sur les revenus, sur les actifs mondiaux, mais on a aussi ce dispositif, qui est ça ne suit pas, c'est déconnecté des conditions du régime des impatriés qu'on évoquait tout à l'heure pour les besoins de l'impôt sur le revenu, mais on a aussi la possibilité de ne pas la loi permet de ne pas tenir compte des actifs étrangers, donc y compris britanniques, lorsque pendant une durée de 5 ans plus l'année d'arrivée, lorsque la personne n'a pas été résidente de France pendant pendant une certaine période avant l'arrivée en France. En matière de droit de donation et droit de succession. Alors là, c'est des considérations qui sont assez délicates. En pratique, c'est pas forcément la question immédiatement posée en pratique, mais parce que c'est pas forcément ce qu'on anticipe lorsque on fait un changement de vie. Mais pourtant c'est un point absolument central, puisque les conséquences financières d'une succession ou d'une donation mal gérée entre la France et le Royaume-Uni, ça peut être dévastateur. On l'évoquait pour les trusts, mais c'est le cas de manière générale. Alors, quelques maîtres mots aussi ici, c'est que on est dans une situation internationale, donc les solutions, les coups de baguette magiques qui n'en sont généralement en pratique pas, mais qui peuvent exister dans un pays, donc le trust au Royaume-Uni, le démembrement de propriété entre usufruit et nue propriété en France, ces fameux coups de baguette magique, quand on est dans des cas internationaux et surtout dans des systèmes juridiques et fiscaux aussi différents que le sont le Royaume-Uni qui relève du common law et la France qui relève du droit civil, voilà, ça rend les choses compliquées pour anticiper ces questions-là. Donc, l'un des points intéressants qu'on veut soulever ici, c'est les règles de territorialité. Pourquoi? Parce que du point de vue français, on a 3 critères de rattachement pour les besoins des droits de donation et de succession. Ces critères sont communs pour les deux. Ce sont premièrement la résidence fiscale du défunt ou du donateur, donc celui qui se dépossède du bien. Donc, si cette personne est résidente fiscale de France, les droits de donation et de succession sont pleinement dus en France, sous réserve de crédit d'impôt, on y reviendra. Si le deuxième critère alternatif, c'est le fait que le bien ou l'actif ou le droit soit situé en France,
donc un bien immobilier en France, un compte bancaire en France, une créance sur un débiteur situé en France, par exemple. Tout ça donne lieu à des droits de donation ou des droits de succession, quand bien même le donateur ou défunt serait résident fiscal britannique et que les bénéficiaires seraient résidents britanniques. Et le dernier critère, donc si le défunt ou le donateur est résident hors de France et si l'actif est situé hors de France, en principe, les droits de donation et les droits de succession vont tout de même concerner les donations et les successions lorsque le bénéficiaire est résident de France au moment du transfert de propriété, on pourra y revenir, et l'a été pendant les 6 des 10 dernières années qui précèdent le moment où il a reçu le bien. Donc, on voit qu'avec ces 3 critères alternatifs, ça brasse assez large. Donc, sur le premier critère et le 3e critère, lorsqu'ils sont remplis, c'est les actifs mondiaux qui sont imposables en France. Et avec le 2e critère, et dès lors que le 1er et le 3e ne sont pas remplis, c'est uniquement les actifs et les droits français qui sont imposables en France. Le point du bénéficiaire, et là c'est une astuce qu'on peut donner parmi d'autres, mais qu'on rencontre assez fréquemment en pratique, c'est le cas de la personne qui arrive en France, qui a transféré sa résidence fiscale en France et qui a sa famille, notamment là où les générations du dessus qui sont au Royaume-Uni, avec un patrimoine britannique. Dans ce cas-là, il y a une fenêtre de tir de 6 ans à compter de l'arrivée en France, à notre avis, qui permet de faire des donations et des succès. Alors les successions, on va peut-être pas les organiser, mais les donations, mais ça peut aussi s'appliquer en cas de succession. Ça permet d'avoir une exonération, en tout cas de ne pas entrer dans le champ d'application des droits de donation en France. Mais nous, on préconise quand même dans ce cas-là de faire une déclaration. Alors, on va pas rentrer dans une cuisine complexe parce que ça va dépendre, les modalités déclaratives vont dépendre de la question de savoir si on est en don manuel ou pas, avec les difficultés que supposent, encore une fois, ces situations internationales. Donc, il y a des modalités spécifiques auxquelles il faut être attentif, mais on préconise généralement de faire une déclaration des éléments reçus par un nouveau résident pendant la fenêtre de 6 ans pour être sûr qu'on relève de cette règle territoriale qui s'apprécie alors soit au moment où il a reçu le bien, soit au moment où on déclare. En tout état de cause, ne pas permettre à l'administration fiscale de considérer que le transfert du bien a eu lieu au-delà de la fenêtre de tir de 6 ans. Un dernier point, il y a pour ne pas l'omettre, il y a une convention fiscale franco-britannique en matière de succession, mais pas en matière de donation. Malgré tout, en droit interne français, il existe un mécanisme d'élimination, plutôt de diminution de la double imposition dans certains cas. Et quoi qu'il en soit, contrairement à, par exemple, les revenus locatifs en matière d'impôt sur revenu, le crédit d'impôt, lorsqu'on peut l'avoir que ce soit en vertu du droit interne ou en vertu de la convention fiscale en matière de succession, il permet de déduire l'impôt britannique de l'impôt français, mais généralement, il n'y a pas le mécanisme de neutralisation de l'impôt français lorsque les droits de donation ou de succession s'appliquent. Donc on n'est pas dans une logique réellement on est plus dans une logique pour ceux qui sont sensibles à l'environnement fiscal britannique et anglo-saxon de foreign tax credit. Donc c'est d'imputation de l'impôt étranger. Bien. Alors vous l'avez constaté, il y a un certain nombre de mesures assez techniques, complexes. C'est un environnement qui est riche. Autant, il y a un certain nombre de solutions, en cas d'effets bénéfiques qui peuvent être tirés des situations de nouvelle arrivée en France. Et donc, pour le redire une énième fois, ce sont des choses qui s'anticipent,
donc à regarder, à analyser plus en amont possible le transfert à domicile, de la prise de poste en France. C'est véritablement de mettre mot la chose à faire pour pouvoir bénéficier que ce soit en matière d'impôt sur le revenu, de pouvoir organiser au mieux le patrimoine et des revenus d'activité pour pouvoir séjourner de manière sereine. On arrive quasiment au terme de l'heure qu'on s'est fixée. Donc, on est bien entendu faire avec aux questions qui peuvent se poser. Peut-être que le mieux, ce sera de les collecter de manière écrite, celles qui n'auront pas pu être posées, et on reviendra dans ce cadre-là. Les questions. Donc, la règle des 6 ans, c'est pour les successions et les donations, oui. Alors, comment traiter les distributions de dividendes de trust qui peuvent être périodiques ou mensuelles? Est-ce une modification du trust et donc soumis à la déclaration événementielle? Alors, je ne sais pas si la question porte sur le changement de la politique de distribution qui peut être prévue par le Trust Deed ou la Letter of Wishes pour les trusts qui ne seraient pas discrétionnaires, par exemple. Le cas échéant, oui, mais quoi qu'il en soit, la décision de distribuer pour les trusts discrétionnaires, a priori, ça pourrait se discuter, mais on ne considère pas comme une déclaration événementielle. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Il semblerait que ça répond. Tout à fait. Birgitta nous dit que effectivement. Donc effectivement, il est déjà 9h, déjà 10h. Merci à Philippe Stabler et merci à Charles Zimmern. Cette présentation était très intéressante et très utile, comme dirait Étienne, dont je viens de lire le message. Donc, effectivement, si vous avez d'autres questions, eh bien, soit vous nous les envoyez, nous les transférerons à Mazars, mais vous pouvez aussi, je pense, nous enverrons vos coordonnées à Philippe et Yves-Charles, et comme cela, ils pourront vous pourrez directement échanger avec eux, si vous le permettez. Un grand merci à l'équipe, un grand merci à tout le monde. Et je crois que le dernier événement avec Mazars ce mois-ci est alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais est le 22 juin à 9h, et c'est sur les nouvelles obligations de e-invoicing et e-reporting à l'horizon 2024. Donc, nous attendons tous et nous vous souhaitons une très bonne journée. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.